Bon, nous arrivons maintenant à la troisième partie qui est un petit peu le XXe siècle de la Belgique. Mais le début du XXe siècle, il est bon d'en parler maintenant, en cette année du centenaire de la Première Guerre mondiale, parce que ces 15, 20, 25 années qui ont précédé la conflagration de 1914 sont extrêmement importantes pour l'Europe. C'est un âge d'or de la littérature, des arts, des sciences, etc. Mais c'est certainement un âge d'or dans notre pays. La littérature est inégalée. Nous avons Le Monnier, Verhaeren, Maeterlinck, etc. Ce sont des auteurs qui sont lus dans toute l'Europe. Ce sont des auteurs que l'on est seulement en train de redécouvrir en Belgique depuis une vingtaine d'années grâce aux efforts de toute une série de professeurs, dont Paul Aron à l'ULB, Klinkenberg à Liège, etc., Cécile van der Pelen-Diagre également à l'ULB. On est en train de redécouvrir le fait littéraire belge qui avait été totalement escamoté. Pour ma part, dans les années 60 et 70, quand j'étais sur les bancs de l'école, on ne parlait jamais d'un écrivain belge de cette époque. On trouvait à peine quelques vieux livres, quelques vieux grimoires, dirais-je, qui parlaient de ces écrivains. Aujourd'hui, nous avons notamment, grâce aux efforts de ces professeurs que je viens de citer, une introduction, une histoire de la littérature belge chez Fayard, dans une collection prestigieuse qui reprend toutes les littératures de l'Europe. Donc nous avons un âge d'or littéraire dans ces 20-25 années qui précèdent 1914. Pour les arts, c'est l'époque de Horta, c'est l'époque d'un urbanisme formidable. Il suffit de se promener, pour autant que ce n'a pas été démoli, sur l'avenue de Tervuren, ou dans l'avenue Molière par exemple, où on voit des maisons absolument extraordinaires qu'on ne trouve quasiment pas ailleurs en Europe. Et il y a des choses qui malheureusement ont été détruites après la Seconde Guerre mondiale, après 1955, pour faire place aux travaux de l'exposition de 58. On a parlé, les étudiants de la Cambre parlaient dans les années 60 et 70 de la bruxellisation. La bruxellisation est devenue un terme d'architecture quand on démolit des choses qui n'auraient pas dû être démolies parce qu'il n'y avait aucune raison, il n'y avait pas eu de catastrophe, comme en Allemagne, avec les villes totalement détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, en Italie aussi, en grande partie. Il n'était pas nécessaire de démolir ces hôtels de maître, de démolir ces quartiers qui avaient un cachet, ces quartiers qui dataient de cet âge d'or qui avait précédé 1914. En économie, il y a certes encore un prolétariat qui ne reçoit pas son dû. Il y a des luttes en 1913 pour le suffrage universel. Il y a encore des misères sociales. Il y en avait surtout dans les années 90 du 19e siècle avec le prêtre Dans, donc ce film qui avait gagné un prix et qu'on voit très souvent, qu'on présente très souvent dans les écoles, et qui est un film important qui montre comment la question sociale émergeait à gauche comme à droite. Nous avions à cette époque-là un parti socialiste qui valait la peine. Si ce parti socialiste existait encore sur les bases philosophiques, sur les bases éthiques, sur les bases esthétiques d'avant 1914, je serais probablement resté socialiste. Mais comme les socialistes ont été les premiers à rejeter ces fleurons de leur histoire, je ne peux pas l'être. Et à droite, évidemment, c'est la jeune droite de Carton-Duyard qui va militer pour donner dans un cadre social bien précis des droits aux ouvriers qui vont mettre un terme au travail dominical, mettre un terme au travail des enfants ou des jeunes adolescents dans les usines ou dans les mines. Donc nous avions à cette époque-là une jeune droite qui était démocratique et un socialisme qui avait un cachet culturel inégalé dans toute l'Europe.
Tout cela n'existe malheureusement plus. Il a fallu bien inventer autre chose. Il a bien fallu dépasser un socialisme qui par après s'est enlisé soit dans la démagogie, soit dans ce qu'un socialiste appelait lui-même le middlematisme, c'est-à-dire la médiocrité. Donc les liens avec l'Allemagne avant 1914 sont importants. Je dis qu'ils sont importants parce que en Angleterre, il y a quelques années, un certain Watson a publié un ouvrage qui s'appelle The German Genius, et dans The German Genius, il montre que l'Europe a connu 3 renaissances importantes de la pensée antique. C'est la renaissance carolingienne, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la renaissance qui a conservé ce nom tel quel, qui part d'Italie au XVe et au XVIe siècle, et c'est la renaissance aussi des lettres classiques, de la philologie hellénique et latine qui se développe en Allemagne à partir du XIXe siècle et qui constitue une véritable renaissance, assortie au XIXe siècle, bien sûr, de révolutions scientifiques, philosophiques, artistiques, etc. Mais ce n'est pas avec l'Allemagne. Elle a des liens culturels forts avec l'Allemagne, elle a des liens culturels très forts avec la France, la Belgique d'avant 1914, mais économiquement, ce n'est pas comme aujourd'hui, ce n'est pas l'Allemagne le premier partenaire. La Belgique doit sa richesse, la Belgique doit ce magnifique urbanisme qui coûte très cher. Plus aucun Belge ne peut se payer une demeure, même s'il travaille d'arrache-pied, comme on s'en payait avant 1914. Il suffit de regarder autour de soi quelle architecture formidable nous avons eue ici. Non, le partenaire commercial principal de la Belgique, c'est la Russie. Alors 1914 est un drame. Pourquoi? Parce que l'invasion allemande de Guillaume II, on ne la comprend pas, parce que c'est la première fois qu'il y a une invasion à grande échelle venue de l'Est, puisqu'elle venait toute du Sud avant. Mais ce que cette invasion allemande provoque, essentiellement, c'est que l'on perd le lien territorial, c'est qu'on perd le lien avec la Russie, qui est notre premier partenaire. Et ça, je vous demanderai tout simplement de lire les ouvrages d'un grand slaviste de la KUL, qui ne sont malheureusement pas traduits, et à terme, on pourra peut-être vous inviter à des conférences que fait le David Svans, où il publie ses ouvrages. C'est le professeur Kaudenhuis. Il a très bien montré quels étaient ces liens très forts qui existaient avant 1914, et il montre que le drame de 1914, c'est que la Belgique va perdre son principal client. Elle va le perdre en 1914, et elle va le perdre sans espoir en 1917, quand éclate la révolution belgéfique, puis la révolution bolchevique. Donc il n'y a plus de lien avec le principal client russe de la Belgique, et cette perte va entraîner une nouvelle pauvreté à partir de 1918. Et alors, la Belgique sort plus pauvre du conflit de la Première Guerre mondiale, et alors c'est à ce moment-là que Léopold III, dans les années 20, va demander de valoriser le Congo, de remettre en valeur le Congo, auquel les hommes politiques belges ne croyaient pas. Il y avait que Léopold II et quelques-uns de ses collaborateurs proches qui croyaient au Congo à cette époque-là. Non, on va valoriser le Congo suite au rapport que Léopold III fait dans les années 20 en tant que très jeune prince, et il va examiner le Congo et il va proposer. Et petit à petit, le Congo va remplacer, jusqu'à l'indépendance de cette nation africaine, va remplacer la Russie dans l'économie belge. Donc, c'est les sources des richesses d'après 1914, mais ça va ne venir que petit à petit, et ça va demander des investissements extraordinaires que la Russie ne demandait pas. Donc la plus-value va être moindre. L'architecture d'ailleurs se voit, l'architecture des années 20 et 30 est moins prestigieuse que celle d'avant 1914. Alors, que faire la Belgique des années 20? Elle se sent frustrée. Il suffit de lire le livre que nous laisse l'ancêtre d'Étienne d'Avignon, d'ailleurs, le comte d'Avignon,
qui était à Londres pendant la Première Guerre mondiale, montre qu'en 1919, la Belgique se sent frustrée. Elle n'a pas de compensation territoriale en Europe, mais ça, le roi ne souhaitait pas un conflit avec la Hollande, ni un conflit prolongé avec l'Allemagne, dont il était quand même issu de par sa famille. On ne reçoit pas de compensation territoriale en Afrique, alors que ce sont les troupes, c'est les forces publiques belges qui ont conquis quand même une partie de l'actuelle Tanzanie, qui était une colonie allemande. Mais nous ne recevons que le Rwanda-Burundi, comme on disait à l'époque. Nous ne recevons que cela, donc nous nous sentons floués au traité de Versailles. Par ailleurs, on sent que l'Angleterre lorgne également sur le Katanga et tente d'arracher les mines de cuivre à la Belgique, qui ne sont pas encore réellement exploitées, et veut aussi un corridor qui traverse toute l'Afrique du Cap au Caire. C'était l'objectif géopolitique de Cecil Rhodes. Ce sera un objectif géopolitique, bien entendu, qui ne pourra être concrétisé qu'une fois le Tanganyika allemand, devenu la Tanzanie, deviendra un protectorat anglais. Et puis alors, du Caire, on voulait un chemin de fer également qui aille jusqu'à Calcutta aux Indes, ce qui nécessitait, bien entendu, la colonisation de l'Irak, enfin le protectorat britannique sur l'Irak, et aussi une colonisation déguisée du sud de l'Iran. Bref, ça c'est la situation. Donc la Belgique se sent flouée en 1919 à Versailles, et ce qui va essentiellement marquer, là je n'en dirai pas assez parce que je voudrais travailler encore avec vous tous si c'est possible, sur la fameuse crise de 1934 qui est comparable à la crise de 2008 que nous venons de subir. C'est-à-dire qu'il y a une faillite des banques, il y a une faillite aussi des petits épargnants. On a une situation plus ou moins similaire, il faut faire attention parce que l'échelle évidemment, la mondialisation existe. Dès la fin du XIXe siècle, elle existe même déjà au XVIe et au XVIIe siècle avec un empire espagnol dont nous faisions partie, mais l'échelle n'est probablement pas la même qu'aujourd'hui, donc là il faut faire attention. Mais en 1934, les banques font faillite, l'État doit intervenir pour que les petits épargnants ne soient pas tous ruinés. Il y a une crise sociale très grave au début des années 30, et Léopold III va refuser à un certain moment, et ça il faudra qu'on y revienne impérativement, il refuse de payer les intérêts de la dette contractée en 14-18 aux États-Unis. Donc il va bien vouloir payer les dettes, mais pas les intérêts de la dette. Et là c'est l'origine véritable, à mon sens, de la crise royale, de la question royale d'après 1945. C'est là qu'il faut y découvrir l'origine. Le professeur Van Welkenhuizen, dans son livre sur 1936, en parle de manière un peu succincte. Donc il faudra étoffer cette question, à mon avis. Et donc en 1934, il y a le refus de payer les intérêts de la dette sur les munitions, le coton, le matériel, les matières premières qui ont été livrées par les États-Unis pendant le premier conflit mondial. Donc arrive l'année fatidique 1936. Le professeur Van Welkenhuizen de l'École royale militaire a publié un ouvrage sur l'année 1936. Se succède toute une série de questions importantes qui sont toujours plus ou moins laissées sur le boisseau et qui certainement ont été occultées pendant des décennies. On n'osait pas parler de ça, ou bien c'était plus ou moins tabouisé. C'est la question de la neutralité. Donc la Belgique dans les années 20, bon, elle développe le Congo, mais elle est aussi bien sûr favorable au pacte de Locarno qui entend recréer une paix en Europe, et elle adhère au pacte de Locarno. Elle ne veut plus d'un conflit franco-allemand où elle serait le théâtre des opérations, où elle connaîtrait un ensemble de destruction inimaginable. 1936, c'est aussi la guerre d'Espagne. C'est la guerre d'Espagne où
l'ambassadeur belge en poste à Madrid, et l'ambassadeur belge en poste à Madrid est assassiné par la police madrilène, pas par des milices communistes, par la police madrilène, tout simplement parce que l'ambassade de Belgique est transformée en hôpital pour les blessés, et que parmi ces blessés, il y a bien entendu des réfugiés nationalistes ou des prêtres qui tentent d'échapper aux milices qui veulent les assassiner. L'ambassadeur s'oppose à la pénétration de la police madrilène dans les locaux de l'ambassade de Belgique et il est abattu. Donc de ce côté-là, on commence à se méfier de cette République espagnole et des États qui leur apportent un soutien. 1936, c'est aussi l'année où le Front populaire arrive au pouvoir en France. Bon, nous avons une trace de cela au Musée royal d'histoire militaire, au Musée royal de l'armée. Vous avez une salle qui vaut la peine d'être vue, c'est le trésor de l'armée des Tsars. C'est le trésor que le général Wrangel laisse, qui réside à Uccle, qui est réfugié à Uccle, va ramener de Paris, puisque le Front populaire compte des communistes dans son gouvernement et que les Russes blancs craignent que les communistes ne redonnent le trésor des Tsars à l'Union soviétique. Par conséquent, il est évacué à Bruxelles. Mais le Front populaire crée la panique dans la bourgeoisie belge et dans le monde catholique, et il y a une effervescence idéologique qui se crée autour de ces deux phénomènes, le Front populaire français, le Frente Popular espagnol et bien entendu la guerre civile espagnole. Donc il y a une effervescence idéologique qui est sans pareil à partir de 1936 et sur lequel il conviendrait tout de même de se brancher, parce que des questions essentielles ont été posées par des philosophes, par des journalistes, par des gens qui créent véritablement l'opinion à ce moment-là. Cette effervescence idéologique est remarquable à gauche avec un Henri de Man qui crée un socialisme qui n'est pas matérialiste au sens du marxisme habituel, qui repose aussi sur la dignité de l'homme qu'il convient de respecter. C'est un socialisme qui entend respecter la dignité de l'ouvrier qui doit vivre dans des conditions qui ne sont quand même pas du tout idéales et avec des salaires qui ne sont pas très lourds. La Belgique est appauvrie. Ensuite, à droite, il y a certes l'influence de Maurras qui continue malgré la condamnation de l'action française chez les catholiques, mais il y a aussi une influence considérable de tous ceux qu'on a appelés en France les non-conformistes des années 30. Donc nous avons eu à ce moment-là des tentatives de créer quelque chose de nouveau qui dépasse tous les clivages politiques existants jusqu'alors, je dirais aussi tous les conformismes politiques, tous les conformismes idéologiques qui pouvaient exister, tout ce qui s'était fossilisé, on tente de les dépasser avec des personnages comme Raymond de Becker qui a été réhabilité. Raymond de Becker, on ne pouvait pas en parler puisqu'il avait pris le Soir, il avait été rédacteur en chef du Soir pendant la guerre, donc il avait été condamné à mort, etc. On ne voulait pas en parler. Heureusement, il y a 1 an ou 2, les facultés universitaires Saint-Louis ont eu le mérite de le réhabiliter par un colloque absolument extraordinaire, dont vous pouvez voir sur Internet quelle a été l'ampleur de ce colloque, parce que le personnage est à facettes multiples. C'est aussi quelqu'un qui recherche une spiritualité nouvelle, qui est très pieux, qui cherche une spiritualité nouvelle, qui va la chercher à gauche, à droite, qui ne la trouvera qu'après cette année d'incarcération à Saint-Gilles. Donc c'est là c'est en prison qu'il va mûrir, puis il passera au groupe Planète en France, où il aura une assez grande influence. Avant mai 68, il mourra seul dans son appartement dans la banlieue parisienne en 1969. Mais ce personnage clé est celui qui va orchestrer un dialogue entre la gauche et la droite qui est absolument nécessaire de réhabiliter aujourd'hui. Je dirais aussi avec le professeur Foueg de l'ULB, mais qui publie à l'UCL à Louvain-la-Neuve, qui a eu le mérite de ressortir un très beau petit livre sur les groupes anarchisants de gauche qui s'appelait Le Rouge et le Noir, et sur la trajectoire de tous ces personnages qui ont fait et organisé des débats
sur toutes les questions sociales de l'époque dans Bruxelles et qui attirait un nombre fou de gens. Ce n'est plus possible aujourd'hui puisqu'il y a la télévision, il y a d'autres moyens de glaner de l'information, mais à l'époque on allait voir ce qui se passait et on allait voir, on apprenait à se connaître, on allait participer à des débats qui parfois étaient houleux, se terminaient par des bagarres, etc. Mais il se passait quelque chose. Donc cette période de 1936 à 1939, avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, est une grande période d'effervescence culturelle très riche, qui mérite d'être réhabilitée, qui mérite d'être réétudiée, et je crois que c'est une nécessité aussi pour ceux qui veulent aujourd'hui dépasser les conformismes très lourds qui pèsent sur la société belge. Donc en 1940, on avait une politique de neutralité, une nouvelle invasion allemande, mais bon, si les Allemands veulent arriver à Paris, mais ils sont bien obligés de passer par ici, il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est un désarroi épouvantable, et c'est un désarroi parce qu'on n'a pas cru à la bonne foi du roi Léopold III. On n'a pas cru à la bonne foi des souverains scandinaves et de la reine de Hollande, qui avait fait un appel aux belligérants à partir de septembre-octobre 1939 pour qu'ils ne créent pas une conflagration qui allait détruire, disait-il, la civilisation européenne. Léopold III construit un magnifique discours à cette époque-là, un magnifique discours pour tenter d'empêcher la guerre, et ce discours est intéressant, non pas parce que c'est lui, on l'a écrit pour lui, c'est évident, c'est pas un mystère, mais on voit que ça vient du dernier livre de Maurice Blondel. Maurice Blondel appelle à la paix et à la sauvegarde de la civilisation européenne dans ce qu'elle a d'humaniste. Donc là, il s'inscrit dans ce souci de l'humanisme que nous avons toujours eu, de la préservation des valeurs fondamentales de la civilisation européenne depuis l'Antiquité gréco-romaine. Donc Maurice Blondel avait conçu un projet de paix pour l'Europe qui se retrouve dans le message de Léopold III aux belligérants. Mais Maurice Blondel était aussi l'inspirateur de Mercier, puis de l'abbé Wallet dans le XXe siècle, plus de toute une tradition catholique au cours des années 20 et 30, sans être du tout un fondamentalisme ou un bigotisme comme on peut l'imaginer en observant par exemple les téléévangélistes américains. Ce ne sont pas des espèces de téléévangélistes ou de grands simplificateurs à la mode de ce protestantisme typiquement d'outre-Atlantique. Donc en 1945, effectivement, nous avons la ruine de la civilisation européenne, mais cela se traduit chez nous essentiellement par une évacuation totale dans le discours politique et idéologique de tous les critères d'éthique qui existaient justement sur base, à partir de la fin du XIXe siècle, sur base de la pensée de Maurice Blondel. Et la pensée de Maurice Blondel, c'est aussi la pensée de l'action. Or, le symbole en Belgique, le symbole incontournable de cette pensée très riche et très complexe de Maurice Blondel, mais c'est Tintin, puisque Mercier, lecteur de Blondel, donnera à Wallet l'ordre de créer un personnage pour les scouts que protège Mercier, qui lui n'est pas un curé intégriste, comme on aurait tendance de le dire, mais un moderniste. Il veut du scoutisme, il soutient de Coubertin dans l'organisation des Jeux Olympiques, il veut une mens sana in corpore sano, c'est sa devise. Donc, pour ça, il faut un homme qui soit prêt à défendre la justice, un jeune homme qui n'ait que l'idée de justice. C'est Tintin. Tintin ne veut que la justice. Il veut la justice, il veut l'amitié, il garde son amitié à Chang jusqu'à aller le chercher sur les sommets de l'Himalaya. Donc ici, cette volonté éthique qui était lisible à la fois à gauche avec De Man qui réclamait la dignité pour les ouvriers, à la fois
à droite chez De Becker, qui cherche à droite ou à gauche, parce que De Becker n'est ni gauche ni droite, il est un non-conformiste des années 30, il y a une volonté d'éthique, il y a une volonté d'éthique qui reste sous-jacente dans tous les discours politiques après 1945, elle est délibérément sacrifiée au profit de la technocratie, au profit des bidouillages idéologiques de la fameuse plomberie que De Haen imposera à partir de la fin des années 80. Donc il y a une ruine éthique qui est déplorable à partir de 1945. Dans les années 50, tout est sacrifié au profit de l'utilitarisme et du technocratisme.